Alors je me présente, je m'appelle Jean-Louis Agneau, je suis le représentant de la revue Lumière dans la nuit, qui est une revue qui existe depuis février 1958 et qui a été créée par M. Raymond Vélic, qui est décédé, qui a été ensuite reprise par M. Joël Ménard. Et moi, ça fait 6 ans que je dirige donc la revue LDLN, qui est orientée surtout sur la réception d'enquêtes, d'articles, de fonds et de projets particuliers qui sont réalisés par les ufologues ou les enquêteurs de terrain. Voilà, donc Gilles, Thomas. Oui, merci Jean-Louis, merci beaucoup. Alors, moi, LSTV a été créé il y a 16 ans. C'est une chaîne YouTube qui veut dire tout simplement OVNI, OANI, dans l'histoire. Donc, on traite autant de l'ufologie que de l'ifologie. L'ifologie, c'est les méprises. Donc, c'est une chaîne qui a beaucoup évolué depuis 2006. Maintenant, le mot d'ordre, on va dire, c'est les mémoires, les méprises, canulars et l'ufologie populaire. Autant dire tout ce qui concerne la culture ufologique populaire, c'est-à-dire les films, les posters, les cartes postales, tout ce que vous voulez. Je suis également deuxième vice-président de l'association SO. Alors, le SO, c'est Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques, basé à Paris, où d'ailleurs Thierry, tu nous as rejoint, n'est-ce pas? Il a rejoint cette association. Ils ont déjà perdu mon chèque à l'adhésion. Il a disparu, c'est la Poste. Hein. C'est la Poste, c'est le triangle de la Girl français. Hein. Le SO, en fait, archive tout ce qui concerne donc, les enquêtes, les recueils, des associations et des ufologues qui aient fait un travail de courte, de longue durée dans l'ufologie. Le SO est une association qui existe depuis 1991 et elle existe toujours. L'Assemblée générale s'est déroulée d'ailleurs la semaine dernière. Logiquement, il aurait dû avoir le secrétaire général présent, mais pour des raisons privées, il n'a pas pu venir. Donc je suis le responsable du SO à l'heure actuelle. Je suis aussi animateur d'une émission de radio qui est diffusée au Québec sur la chaîne CJMD 96.9 Lévis, Québec. Et j'anime cette émission avec ma compagne, Jenny. Ça s'intitule Enquête de terrain. Voilà, donc on interviewe un peu tout le monde. Et ça passe donc radio au Québec et en web radio en France. Oui, c'est ça, en France, c'est dans les pays francophones. Tu veux continuer sur LDN, chef? Alors, le but de LDLN, comme je vous disais, donc, c'est de faire des enquêtes. Et nous réalisons donc des enquêtes sur le terrain. Nous rejoignons tous les gens qui font des observations. Et nous sommes là pour définir si réellement les gens ont fait une observation particulière ou si il y a eu, comme vous verrez dans la présentation qu'on va vous faire, s'il y a eu une méprise. Car le problème qu'on rencontre, c'est que souvent les gens qui disent témoigner de phénomènes particuliers font des erreurs d'interprétation. Et nous, en tant qu'enquêteurs, on doit venir sur le terrain afin de déterminer si le témoin a réellement vu quelque chose ou si il a pu se tromper sur un phénomène qu'on peut connaître, météorologique, d'origine astronomique, etc. La revue est aussi internationale, puisque j'ai beaucoup d'auteurs et d'enquêteurs qui réalisent des enquêtes un peu partout dans le monde. Et dans les différentes revues qui sont à votre disposition, forcément, vous allez pouvoir voir que l'ufologie, le phénomène OVNI, ne concerne pas que la France et qu'il est mondial. Voilà. Donc on va vous présenter avec Gilles différents... Je vais vous présenter les dernières actualités de LDLN. Alors je précise, il y a une rumeur qui prétend que ça c'est moi de dos. C'est pas moi. Voilà, pour faire taire les rumeurs. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Et dans le prochain numéro, Gilles sera de face mais nu. Non. Tu aurais pas avec Jenny. Donc l'actualité c'est de LDLN, donc c'est la sortie du numéro 449 qui vient de sortir, et dans lequel Eric Zurker a écrit un article sur le phénomène dose. Alors on va pas trop parler du phénomène dose, si vous voulez en savoir plus pour ceux qui ignorent ce que c'est le phénomène dose. Moi je serai disponible au niveau de la table après, dans la journée, afin de vous expliquer les choses. L'actualité de LDLN, c'est aussi des liens un peu plus poussés vers d'autres associations
D'ailleurs, Franck pourra vous en parler cet après-midi. C'est cet après-midi qui vient, Franck? Oui, cet après-midi, on pourra en parler un peu plus du CIPO, du MUFON et de différentes autres associations, dont Revenu Languedoc aussi. L'actualité de LDLN, c'est un gros déménagement qui a eu lieu depuis peu de temps, donc une réorganisation qui est en cours. Parce que je suis parti de la région parisienne pour m'installer dans le beau département du Tarn depuis quelques temps. Donc je me rapproche du soleil. Et l'actualité de LDLN, c'est actuellement, nous sommes beaucoup à la recherche de personnes qui puissent réaliser le site web de LDLN, puisque je suis un peu comme Gilles. Gilles fait l'histoire de l'ufologie, et LDLN réalise une chaîne TV, on va dire. Ouais, TV. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. D'accord, ok. Bah, tu vas pas faire que la musique. Voilà. Donc je te laisse la parole, Gilles. Et dernières observations? Non, actuellement, il n'y a pas grand-chose. Pendant l'été, à part Starlink en maîtrise, il y a quoi? À part ça, on a fait, pendant cet été, on a été à Bugarach, et à Bugarach, on a fait ce qu'on appelle des photos surprises. Alors, qu'est-ce que c'est une photo surprise? Vous êtes là, en train de photographier vos enfants, au bord de la plage, en train de faire des photos d'un paysage, et lorsque vous faites soit un développement à l'ancienne, ou soit vous regardez vos photos numériques, vous apercevez que, hop, il y a un petit objet ou quelque chose de bizarre qui est apparu sur la photo. Et quand vous faites un zoom sur le petit truc bizarre, vous apercevez que c'est ni un nuage, ni votre gamin qui a jeté un caillou dans le ciel pour vous faire croire que c'était un ovni, c'est ni le voisin qui vous a jeté l'assiette du barbecue au-dessus du jardin. Et vous apercevez qu'en fin de compte, ce que vous avez pris en photo, sans le savoir, ça peut rentrer dans le cadre de tout ce que nous on appelle des phénomènes particuliers. Alors ça peut être un avion qui est passé, que vous n'avez pas vu, ça peut être un ovni, puisque un ovni c'est un objet volant non identifié, et ça peut être aussi quelque chose d'inexplicable. Et dans le dernier numéro qu'on a sorti avec Stéphanie, Celui qui est derrière toi. Oui, celui qui est derrière moi, ou c'est Gilles en photo d'ailleurs. Arrête. À Bucarach, on a fait une photo surprise justement, et on s'est interrogé longtemps pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire de cette photo. Donc on l'a fait analyser par d'autres enquêteurs, par d'autres ufologues, qui nous ont, ce qui a permis de dire que ce qu'on avait photographié n'était ni un caillou qui avait été jeté par un gamin depuis la montagne, ni un avion qui était passé, ni un oiseau. Et on a hésité longtemps à le mettre dans LDLN. Mais, quelques jours plus tard, grâce à tout ce qui se passe un peu dans le monde, on a découvert qu'un reporter, un monsieur au Pakistan, avait filmé pendant 2 heures le même objet, on va dire objet dans ce cas-là, le même objet que nous on a pris en photo, que Stéphanie avait pris en photo à Bugarach. Donc déjà, ça faisait quelque chose qui était assez troublant. Et 3 ou 4 jours après, on a appris que le même objet a été filmé et photographié aux États-Unis. Ce qui fait que c'était beaucoup de choses qui permettent de dire que ce qui a été photographié à Bugarach rentre dans ce qu'on appelle des phénomènes aériens non identifiés et peut-être qualifiés d'objets top secret, d'ovnis, d'un vaisseau spatial, je ne sais pas. Après, chacun se fera une idée dans sa tête. Tu as aussi un article d'Éric Zurcher, et Éric Zurcher, dans la logique, il doit en faire plein d'autres, d'après ce qu'on m'a dit. Pas ce qu'il m'a dit. Oui, tout à fait. Éric Zurcher, pour les gens qui ne connaissent pas, Éric Zurcher a sorti un livre qui traite de tout ce qui est R3, donc des rencontres rapprochées. Un peu ce que vous avez un peu dans Rencontre du troisième type, pour ceux qui connaissent le film. Et Éric Zurcher est connu au niveau France et monde, justement pour être un spécialiste de tout ce qui est rencontres rapprochées. Donc il nous a écrit un article intéressant dans le dernier numéro qui traite du phénomène dose, justement. Après, on ne va pas trop s'étaler, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le phénomène dose. Il faut lire l'article pour vous faire une idée.
Et c'est vrai que dans le prochain numéro, dans le 450, j'ai encore un article d'Eric qui est réalisé aussi. Il faut aussi préciser qu'il y aura Jean-Jacques Jaillat aussi dans la logique. Dans le 450, il y aura M. Jaillat aussi. Voilà, Jean-Jacques Jaillat qui a participé à OVNI et Conscience. Et qui a écrit le dernier livre, Phénomène aussi. Le dernier livre, Phénomène, effectivement. Tu as aussi le GUI qui t'envoie des enquêtes. Alors le GUI, c'est le groupe d'ufologues indépendants qui est basé donc en région parisienne. Et il t'envoie beaucoup d'enquêtes, notamment une qui s'est passée à Campagne-sur-Aude. Tout à fait, c'est en Seine-et-Marne, très près de Lagny-sur-Marne. Et donc, Campagne-sur-Aude, c'est pas en Seine-et-Marne. Hein Campagne-sur-Aude. Non, mais le dernier qu'ils m'ont envoyé, c'est en Seine-et-Marne. Qui est à côté de Lagny, justement, à côté de Lagny-sur-Marne, où il y a des opérations d'êtres particuliers, d'animaux particuliers. C'est pas l'histoire du gros chat C'est pas l'histoire du gros chat Si, c'est ça. C'est ça. Et donc ça sortira aussi dans le 450. Et ce qui est troublant dans l'histoire qu'ils racontent dans toute l'enquête qu'ils ont effectuée, c'est qu'il y a une semaine, on va dire un randonneur a découvert dans le secteur là où ils ont fait leur enquête, ils ont découvert des os humains. Donc on peut se poser des questions. J'ai entendu ça à la radio. Ouais. Donc c'est assez troublant tout ça aussi. Surtout quand on lit tout l'article que le Guy a fait sur les observations et tout ce qui rentre en ligne de compte par rapport au phénomène qui est observé là-bas depuis des années et qui continue à être observé sur le secteur de Lagny-sur-Marne, qui est en Seine-et-Marne, donc, et qui est un secteur pour les gens qui ne connaissent pas la Seine-et-Marne. C'est pas ce que vous pouvez imaginer, des immeubles partout, hein, c'est voilà. Lagny et autour de Lagny, c'est vraiment des forêts et des plaines et céréalières aussi. Voilà. Et très vite au début de la conférence, on a oublié de dire le plan. Le plan, c'était donc présentation des intervenants, les dernières actus de LDLN, les web TV, devoirs de mémoire, et après les méprises, on a oublié de vous signaler que vous allez participer à un jeu. Pour bien commencer cette matinée et bien en forme, il n'y a pas du sport, comme tu m'avais dit hier soir. D'aller en face à Fitness Park. On va vous faire un jeu, un test pour voir si vous arrivez à reconnaître les méprises. Et le ou la gagnante recevra un LDLN, n'est-ce pas? Ah ouais, vu que tu as payé 10 balles, c'est bon. C'est bon, d'accord, tout va bien. Donc les web TV, devoirs de mémoire, ce qu'il faut savoir, c'est que toute personne qui réalise une web TV à l'heure actuelle, sans le savoir, participe aux mémoires de l'ufologie francophone et sauvegarde l'ufologie actuelle pour les générations futures. Au sein de DHTV, depuis 2011, on est en partenariat avec l'OSO. Je vais chez les gens, je les interviewe pour garder trace de ce qu'ils ont fait, et c'est pour ça que j'ai eu à faire des interviews de personnes qui ont disparu, comme Bernard Duby, Francine Forêt, mais également bien d'autres, Jacques Myrtin du côté de Tarbes. Jacques Myrtin, on ne connaît pas trop, mais c'était quand même le bras droit de Fernand Lagarde à l'époque. C'est lui qui était à l'initiative de l'étude OVNI et failles, qui m'a d'ailleurs été un sujet qui m'a maintenu en haleine pendant quelques années, mais maintenant c'est plus trop le cas. Donc c'était un ufologue, c'était d'ailleurs le doyen jusqu'à ce qu'il décède en août 2021, il avait 95 ans, le doyen de l'ufologie française. À l'heure actuelle, je crois que c'est Guy Tarade, le doyen maintenant. Donc voilà, en fait, je réalise ça au sein de DHTV. DHTV, donc, comme j'ai dit, est une chaîne qui existe depuis 16 ans. Et elle n'est pas prête de s'arrêter au vu du grand nombre de vidéos qui ont été tournées la semaine dernière chez Rémi Fauchereau et chez Gilles Durand à Paris. Oui, il y en a beaucoup qui se plaignent que Rémi Fauchereau est dans toutes les vidéos, mais c'est parce que je suis le seul à parler de lui en France. C'est dommage, parce qu'il fait un grand travail d'enquêteur dans le département de Lyon. Au DHTV en ce moment, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque web TV en France a sa spécificité, si vous regardez bien. Il y a les entreprises, BTLV, Nurea, Il faut Conscience, ça ce sont des entreprises. Et après, il y a les autres chaînes YouTube. Il y a Explore Lab, qui est spécialisé dans l'ufologie américaine. Il y a LTLN TV, n'est-ce pas? Qui est spécialisé donc que dans les témoignages. Et c'est bien parce que moi j'interviewe les ufologues et toi c'est les témoins. C'est ça, nous sommes complémentaires. C'est ça, tout à fait. Ouais. Tu me rendras mon chéri. Donc voilà, il y a aussi Maybe Planet tout à l'heure. Lui il est plutôt spécialisé dans les interviews de personnes qui sont médiatiques, qui font le buzz. Après vous avez des chaînes qui sont spécialisées sur les abductions, sur les rencontres rapprochées du troisième type,
Et ça c'est bien parce que c'est la grande différence qu'il y avait avec les forums dans les années 2000. Avant il y avait énormément de forums, maintenant c'est les groupes Facebook ou ailleurs, ça évolue avec le temps. Ou ça régresse, ça dépend de ce que pensent les gens. Vous avez aussi des chaînes sceptiques, des chaînes YouTube comme AstronoGeek, La Tronche en Biais, le DC14, Hygiène Mentale, etc. Bah, c'est à toi, tu peux parler. Non, tu parles si bien de ces gens-là, c'est bien. Non, mais après, il en faut pour tout le monde. Hein. Et après, ce qui est pas négligeable, c'est que il faut toujours se faire une idée. C'est pas parce que nous, on dit que tel cas particulier correspond à ce que nous, on considère étant comme un cas exogène. Souvent, on se rend compte surtout que les gens qu'on dit être sceptiques font des contre-enquêtes et nous permettent de compléter en fin de compte ce que nous, on aurait pu ne pas penser à poser la question aux témoins ou analyser la situation. Et soit ça permet du côté exogène de définir que réellement ce qui a été rapporté rentre dans la catégorie exogène, donc rentre dans la catégorie inconnue, ou soit on se dit, ah oui, après tout, on a pu se tromper, et donc on fait, nous, notre contre-enquête de l'autre côté, on revoit le témoin, de toute façon, ça c'est important de le revoir de manière régulière, le témoin, et on revoit le témoin, on refait une analyse, et soit on reste, nous, on dit non, en fin de compte, ils se sont plantés, c'est réellement ce que le témoin a rapporté, c'est vraiment exogène, ou soit on se dit non, c'est planté complètement, et là, on accepte que le cas passe dans le cas, on classifie en classe A, B les cas qui sont, on va dire, normaux. Hein, je ne sais même pas si ça se dit, ça, mais ouais. C'est les cas expliqués. Les cas expliqués, voilà. Il n'y a pas assez d'informations. Chez eux, il n'y a pas eu assez d'explications, donc c'est catégorie en C. Et D, c'est complètement inexplicable. On dit inexpliqué, parce que rien n'est inexplicable. Voilà. Ça se dit pas. Voilà. Bon, s'il y avait Gilles Durand, il taperait dessus. Ah, Gilles, il me ferait... Bref, c'est pour ça que j'ai les correcteurs dans la revue LDLN, heureusement. Oui, parce que tu as eu des gens qui t'ont dit qu'il y avait des fautes. Ouais, ça arrive. Pour revenir au Web TV, j'en ai oublié, hein, je sais, il y a aussi Raconte-moi un OVNI qui est associé avec le forum Les Mystères des OVNIs. Il y en a d'autres, mais je sais que j'en ai oublié, mais j'espère qu'ils m'excuseront hein, quand ils verront la vidéo. T'as plus rien d'autre à dire? Non. C'est pas bavard, au téléphone, c'est pire. C'est Stéphanie qui parle pour moi. Alors, maintenant on va passer donc aux méprises des canulars. Alors, on en parle souvent, mais peu des canulars. Il y en a qui disent qu'il n'y en a plus, il y en a toujours. Et c'est souvent des photos truquées qu'on nous envoie, c'est une perte de temps à enquêter. Il y a énormément de trucs avec. Il y a aussi des appels téléphoniques. Je repense d'ailleurs à celui que tu as fait écouter hier soir. En fait, on va dire que l'ufologue Rémi Fauchereau fait partie des ufologues de l'ancienne école. C'est-à-dire que lui, il va placarder des affiches d'appels à témoins un peu partout dans son département. Et c'est comme ça qu'il recueille des témoignages. Mais le problème, c'est que des fois, il a tendance à afficher à côté des boîtes de nuit, à côté des bars, et le samedi soir, il y a les petits blagueurs qui sortent de discothèques et qui lui font de bonnes blagues. Et là, dernièrement, c'était quelqu'un qui apparemment aurait observé, alors déjà il s'est trompé dans la géographie, parce qu'il a mis Avalon à côté de Cusigny-Forges, et c'est pas à côté, où il cherchait à rencontrer pas un ufologue, mais un ovnimologue. J'ai jamais entendu parler de cela. Et il disait qu'il avait observé un spartiate dans le ciel, donc c'est-à-dire qu'il est pour Sparte et pas pour Athènes, déjà on voit pour qui il est. Et donc, non, il cherchait juste à faire une bonne blague à Rémi Fauchereau, et puis il en reçoit plein. Et il reçoit énormément de canulars. Et des fois, c'est des canulars bien structurés et bien ficelés, avec des dessins où l'entité, je repense encore au cas de Pontigny-Arel, où les gens avaient soi-disant observé une espèce d'être qui ressemblait à un mix entre un satyre, alien et prédateur, quand vous regardez le dessin. Ouais, mais c'était bien ficelé, et puis c'était pour que Rémi diffuse cela dans son livre. Et heureusement qu'on a bien fait l'enquête. Et comme ça, il n'y a pas eu de publication. Parce que souvent, ceux qui font des canulars cherchent à être publiés pour montrer que la personne n'est pas crédible, tout simplement. C'est des tests, et il y en a plein, il y en a énormément. Après, il y a les méprises, comme tu as parlé tout à l'heure, je te laisse. D'ailleurs, on avait eu un bon canular l'année dernière. Hein, Rémi Gaillard. Hein, Rémi Gaillard? Ah oui.
Non, je sais pas qui c'est. Tu sais pas qui c'est? Non. Donc alors, pour celles et ceux qui se demandent c'est quoi, bah, c'est là sur la photo, c'est tout simplement le soleil. Donc plan large, plan fixe, et c'est une photo qui a été réalisée au cours d'une session du CNEGU en juillet 2013, donc chez un ufologue qui s'appelle Jim Munch, et qui est considéré par le GEPAN comme un très grand enquêteur. Voilà. Donc on va passer maintenant donc, au petit blind test. Oui, parce qu'au début, je me suis dit on va leur faire une conférence où ils vont tous s'endormir. Mais bon, je sais que les gens n'aiment pas trop quelqu'un qui parle derrière son ordinateur. Alors, le quiz. Alors déjà, ça c'est pour vous tester. Qu'est-ce que ça pourrait être ceci? C'est juste pour vous mettre dans l'ambiance. Vincent? Et refait dans une vitre vue de l'intérieur d'un appartement. C'est ça, mais c'est pas dans un appartement. Mais bon. Le ministère. C'est dans un train. Ah ouais. Voilà. Là, c'était entre Sals et la Franquie, donc dans la région. Alors, ça va être comme ça, c'est-à-dire que vous allez voir en premier une photo, vous allez devoir deviner ce que c'est, et après il y aura la réponse dans la photo d'après. Est-ce que ça vous va? Parce que vous avez l'air d'être vachement endormis. Alors l'année dernière, j'avais emmené une tapette à mouche pour aider les gens, mais là on l'a interdit cette année. T'es sûr? D'accord. Donc c'est parti. Alors oui, si jamais vous voulez un bon site pour les méprises, je vous conseille le site méprisduciel.fr. Si jamais vous avez aussi des photos, ça veut dire à côté. Si vous avez des photos que vous n'arrivez pas à identifier, vous pouvez envoyer les photos et puis il vous aidera, quoi. Il ne va pas rigoler, il ne va pas se foutre de vous, et il va vous aider à comprendre ce que vous avez photographié ou filmé. Et c'est un excellent site auquel je collabore, c'est-à-dire que moi j'ai l'esprit méprise du ciel. Dès que je vois un truc curieux dans le ciel, je le filme, je lui envoie et puis je le mets sur son site. Voilà. Alors, cette photo a été prise à Perpignan depuis ma fenêtre, donc en direction de la montagne du Canigou. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un spot dans ton bureau, non? Un spot dans ton bureau? Léon. C'est pas loin, mais c'est pas ça. Le flash de la radio. C'est qui a dit ça? C'est bien, bonne réponse. C'est le flash dans la vitre. Et c'est souvent ce genre de photos. D'ailleurs, dans un article qui relatait des observations du 21 janvier 2010 à Perpignan, la petite dame, elle avait voulu prendre en photo le phénomène, sauf que c'est dommage, hein, ça aurait fait une super photo, mais elle avait oublié d'enlever son flash et de sortir dehors pour faire la photo surtout. Du coup, on n'avait vu que le flash et on n'avait pas vu le phénomène du 21 janvier. Ça aurait été la seule à prendre la photo, hein, parce qu'à cette observation, il y a eu 80 témoins dans 3 départements différents, les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault. Mais il n'y a aucune photo, à part cette dame. On va prendre votre prénom. Jean-Claude. C'est pas Jean-Claude Duss. Non, c'est Vandame. Ah, je dis rien. Et pardon, par contre, le phénomène précédent, vous ne nous avez pas dit ce que c'était, vous le direz plus tard. Lequel? Ce qu'on voyait du train, les trucs. Ah, bah ça, c'était les lumières du train. Oui. Là, il y a l'autoroute A9 en dessous, et puis ouais, c'est dans le train, c'est dans un TER. Et il y a souvent ce genre de photos sur les sites internet, à caractère sensationnel. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, le lieu, peut-être, ça peut vous influencer aussi. Ça a été pris en veillée en Belgique, en Wallonie, et en bas, vous voyez la centrale nucléaire de Thiange, qui fuit souvent d'ailleurs, juste ici. Ah oui, elle fuit. Ne rentre pas de boson. Ça, c'est une pose longue soit de Jupiter ou de Vénus. Non, c'est une pause longue, mais c'est pas de ça. Une météorite. Non. J'ai entendu avion quelque part. Avion. Il va dans quel sens l'avion là? C'est bien. Effectivement, on pourrait croire que là c'est la traînée. Mais en fait, il va par là l'avion parce qu'il allait atterrir à l'aéroport de Jersey à Liège. Et là, il y a souvent des méprises comme ça. On voit d'ailleurs dans les magazines. Qui a deviné le prénom? Jeff. D'accord. Voilà un autre exemple de photo d'avion en pose longue. Généralement, c'est des traits avec des petits points, comme ça.
Juste ici. On voit rien? Trop de lumière. Ouais, bah oui, mais... D'ailleurs, en parlant de méprise de ce style-là, on a beaucoup de gens qui nous font des témoignages de Starlink en pensant que c'est des ovnis qui apparaissent là. En fin de compte, grâce aux applications, parce qu'on travaille beaucoup maintenant en tant qu'enquêteur avec des applications, et avec les applications, on s'aperçoit que les gens ont observé soit Starlink ou soit l'ISS ou plein de choses comme ça. Maintenant, il y a le palais céleste chinois, comme ils l'appellent, qui est l'équivalent d'ISS, mais chinois. Alors, c'est quoi qui brille dans le ciel? Qui c'est? Où ça? Qui c'est? Ah, bonne réponse. Votre prénom? Sophie. Il y en a deux. Non, en tout, il y en a 8. C'était au cours du premier incendie de cet été dans mon département, du côté d'Opoules, Opoules-Sals. Et il y avait 8 Canadaires, enfin, il y avait 6 Canadaires et 2 Dash. Et d'ailleurs, on voit la fumée ici. Et là-bas, on voit la célèbre tour pour les Catalans de Botarel. Hein. Donc ce genre de choses, vous l'avez des fois, hélas, dans les chaînes YouTube qui veulent faire passer des vidéos pour des ovnis. Il y a souvent les avions qui reflètent le soleil. Au lever et au coucher du soleil aussi. D'ailleurs, c'est curieux que dans les statistiques ufologiques, c'est où il y a le plus d'observations d'ovnis. Parce que les gens ils partent au travail, au point du travail aussi. Voilà. Tout ça. Comment on fait? Ah, voilà. Maintenant. Alors cette photo a été prise en pleine veillée à Fort-Céréal, donc dans mon département, et puis en Oriental. Et là, on est en train de prendre des photos. Là, c'est du garage, ici. Et qu'est-ce que cette lueur? Jupiter. C'est qui? On voit rien du tout. Il a gagné. Encore? Ouais. Effectivement. On voit rien, mais bon, excusez-moi, c'est... On voit pas de la nappe. Hein? Si, on va prendre la nappe, tu vois pas. Qu'est-ce que c'est? C'est la lune, ça, non? C'est derrière les nuages. Bravo. Bravo. D'ailleurs, cette vidéo a fait... je sais qu'elle a été partagée sur le groupe UFO-Scepticisme sur Facebook. Et ils m'ont même reproché d'avoir mis juste avant qu'est-ce que c'était en titre. Ils auraient dit que ça aurait été une bonne vidéo pour voir ce que les gens pensent. Mais c'est bien, merci Laurent. Donc Laurent, tu t'as noté? Oui. C'est bon, merci. Là c'est une autre vidéo aussi, toujours la lune. Alors là c'est la lune qui se couche derrière le Canigou. Et elle est cachée par les nuages. Et au loin on dirait la lampe d'Aladin, un peu. Moi, j'ai fait une méprise ce jour-là, quand j'ai vu ça, parce que j'étais dans le contexte du lieu. Un lieu où il se passe des choses, un lieu où il se passe, des fois, il y a des RR3. Comme j'étais très influencé à l'époque, parce qu'on m'avait raconté sur le col de Vence, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était quelqu'un. Un panneau? Ouais, un panneau aussi, bien normal. Non, même pas. Même pas. La lumière? Même pas. C'est pas les silhouettes des accidentés de la route? Même pas. Là, en fait, il n'y avait pas de route. C'était entre la Colle Martine et la Colle des Puisses. Là, il n'y a pas de chemin, c'est de la caillasse. C'est en montagne. C'est un truc là où il y a le croix. Même pas. Un menhir? Non. Un tronc. Non. C'est pas loin. C'est... Ouais. Je peux valider. C'est un poteau électrique qui a été coupé. Tout simple. Et au loin, on dirait vraiment une silhouette. Parce qu'en Italie, il y a ce genre de cas, hélas, dans le livre d'Antonio Chiumiento, Les extraterrestres. Il y a quelqu'un qui en a vu 3, comme ça, 3 silhouettes, parce qu'en plus on voit comme une épaule et un visage. Il a vu 3 poteaux sur la route, et en fait c'était simplement une prise avec des poteaux, mais ça a été mis dans un livre de RR3. Et c'est ça le problème en ufologie, c'est qu'il y a beaucoup de cas qui sont expliqués, mais ils traînent toujours dans les livres comme cas inexpliqués. Et il y en a énormément. Et en ce moment, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a pas mal de contre-enquêtes, toujours sur Valençol. C'est l'affaire qui me fait le plus de grand bruit,
le plus de bruit plutôt, en France. Il y en a plein de contre-enquêtes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les enquêtes, toutes celles qui sont inexpliquées à l'heure actuelle ne seront peut-être pas inexpliquées dans le futur. Les gens cherchent à savoir et reprennent d'anciens cas. Et ils enquêtent dessus. Et puis c'est bien, moi tout à l'heure on a parlé du phénomène du 21 janvier 2010. J'ai été témoin de ce phénomène. Pour moi c'était incroyable ce que j'ai vu, ces 6 points lumineux dans le ciel qui s'allument d'un coup. Mais dernièrement, il y a Pascal Guillaume, devenu 66, qui a enfin trouvé l'explication. C'était des flares de l'armée. Alors après, pour faire par l'armée, c'est tout autre, hein, puisque l'armée c'est la grande muette. Et ça m'a soulagé. Et puis j'étais beaucoup mieux de savoir que c'était pas quelque chose qui vient d'ailleurs. Et ça, c'est beaucoup de témoins. Les témoins, quand on leur explique ce qu'ils ont vu, c'est comme j'en parlais tout à l'heure aux journalistes, quand vous êtes ufologue, c'est comme si vous êtes intervenant social. Les gens viennent vous voir parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont vu hier ou avant-hier. Pour la plupart, ils attendent une explication. Ils veulent savoir ce qu'ils ont vu. Alors des fois, vous trouvez l'explication, vous allez leur dire, et là, vous avez 2 types de témoins. Vous avez les témoins qui acceptent et qui comprennent ce qu'ils ont vu, et puis il y a celles et ceux qui ne comprennent pas parce qu'ils ont rêvé d'extraterrestres la veille. Mais là, le problème, c'est qu'il faut séquencer. Le rêve n'a rien à voir avec l'observation. Il y a des cas qui sont expliqués et qui sont complètement dévalorisés par des groupements, ou même par ce qu'on appelle le GEPAN, qui officiellement représente l'État français. Et on va parler par exemple du 5 novembre 1990, où en France il y a eu énormément d'observations. Pour le GEPAN, c'est classé. Comme tu étais au GEPAN, tu ne dois pas le nommer la nuit ou la vague, c'est un flap, si tu te rappelles bien. Tout à fait. Et le problème qu'il y a, c'est que le 5 novembre 1990, c'est vrai qu'il y a eu plein de cas qui étaient explicables. Et pour faire court, hein, moi j'étais témoin du 5 novembre 1990, et je sais on était une vingtaine de témoins, et ce qui est passé au-dessus de l'église du village où j'étais, en Seine-et-Marne, c'était ni un satellite, c'était ni une vision d'un nuage particulier, c'était réellement quelque chose qui était solide, qui était énorme, ça faisait la taille d'un terrain de football qui nous est passé au-dessus de la tête, et qui passait à peut-être une vitesse de 10 ou 15 km/h, mais pas plus vite. Et quand on l'a poursuivi, on a voulu le poursuivre derrière l'église, là. Quand on est arrivé derrière l'église, il n'y avait plus rien. Donc le phénomène a accéléré rapidement. Et il y a énormément de cas comme ça du 5 novembre 1990 où les gens sont sûrs d'avoir observé quelque chose d'exogène. On a des pilotes qui ont témoigné, on a beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Et malheureusement, c'est un cas qui a complètement disparu du catalogue du GEPAN. Il y en a eu en Suisse aussi, des pilotes. Oui. Dans le livre Revenu en Suisse, il y a une partie sur le 5 novembre 1990. Oui, et qui a été suivi à Montréal le 7 novembre 1990 aussi. Tu as enquêté toi, après sur ton propre cas ou sur celui de novembre? Ah oui, on a fait une contre-enquête, ouais. Mais c'est pas moi qui l'ai faite. Parce qu'autrement, ça aurait été trop facile. Hein. Et on a réussi. On a encore fait, il n'y a pas très longtemps, une contre-enquête dans le secteur, parce que j'ai reçu il y a 1 an, j'ai reçu un témoignage dans l'Oise d'un terrain de football pareil qui est passé au-dessus d'un témoin et qui a été observé par 5 personnes. Et ça nous a permis de relancer l'enquête qui a été faite en Seine-et-Marne et relancer l'enquête qui a été faite aussi à Neuilly-sur-Marne dans le 93, où la personne a observé depuis son balcon le phénomène passer à sa hauteur. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui se passait dans le ciel. Et moi j'ai rencontré un témoin qui lui observait le phénomène vers l'ouest, d'accord ? Et en même temps sa femme, elle observait la rentrée atmosphérique qui se passait derrière dans son dos. Donc tu vois, on avait les 2 choses en même temps. Et Joël Ménard, qui était l'ancien rédacteur en chef de LDLN, parlait souvent de mimétisme. C'est-à-dire que le phénomène utilise des observations terrestres ou des choses qui vont se passer, par exemple des rentrées atmosphériques, des tirs de fusée et compagnie, pour venir
passer dans le secteur et faire croire qu'éventuellement les gens ont pu observer le phénomène terrestre alors qu'ils ont observé un phénomène exogène. Et ça, c'est un peu compliqué après la part de choses. Et c'est à nous de faire le travail, quoi. Dans le cas de ton témoignage, tu as dit que vous étiez plusieurs là. 20 témoins, une vingtaine. Sur les 20 témoins, il y en a combien qui ne sont pas des témoignages en moyenne? 4. Mais moi, non. Non. On était 5 dans la voiture, les 5, on était influencés quelque part, parce qu'on était 5 ufologues, enquêteurs. C'est remonté au GEPAN. C'est remonté au GEPAN, ouais. Normalement, si les gendarmes ont fait leur travail. Ah, mais n'oublie pas qu'à l'époque, c'était Velasco. Hein. C'était le CEPRA, hein, et apparemment, il n'a pas fait toutes les enquêtes de Velasco. Ah. Ouais. Ah, c'était le CEPRA. C'est pas le GEPAN. Oui, attends, il faut mentir GEPAN. Voilà, c'est quand même eux qui ont ramassé quand le dossier maintenant. Et puis quand même, il y a marqué expertise des rentrées atmosphériques, hein, le CEPRA. Ouais. Donc voilà, donc vous voyez, c'est curieux de constater que pile poil ça leur tombe dessus le 5 novembre alors qu'ils sont CEPRA, quoi. Bon, après on part dans autre chose. Ouais. Donc vous voyez que c'est assez compliqué pour ceux qui ne connaissent pas le travail qui est un travail entre parenthèses, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun enquêteur en France qui vit réellement de de notre passion. En fin de compte, c'est une passion, ce qu'on fait. Et souvent on dit on perd plus d'argent que les entreprises, elles gagnent. Je sais pas si réellement ils gagnent d'argent. Regarde sur le ciré, tu vois leur capital. Ils sont toujours en train de pleurer pour avoir de l'argent. Donc voilà, c'est surtout, moi j'attire l'attention des gens dans ce genre d'endroit où on est, pour dire qu'on ne fait pas de l'ufologie pour gagner de l'argent, on fait de l'ufologie parce que c'est une passion. Et la passion, ça nous gagne. Et... Bon, c'est pas de la philatélie, quand même. Non. Bah, si on... Bien que tu serais peut-être plus doué dans les timbres qu'avec un ordinateur. Ah ah. Non, il reste combien là? 30 secondes? Ouais. 30 secondes. Bon, ben, si vous avez des questions, c'est à vous. Dans quel du 5 là, elle est toujours en cours aujourd'hui? Laquelle? Du 5 novembre. C'est toujours en cours. 5 novembre, à chaque fois que moi j'en chope chaque fois que quelqu'un m'appelle et qui me dit j'ai fait une observation le 5 novembre 90, forcément, j'ai un peu comme Joël Ménard, le 5 novembre, c'est un peu mon dada. Et dès que je peux, je retravaille dessus à chaque fois de manière régulière. Et ton sentiment là-dessus, toi? De ce que j'ai observé? Oui. Alors, si c'est terrestre, ça m'embête bien parce que ça prouverait qu'on a des engins qui quand même ont des facultés technologiques énormes. Mais si c'est exogène, on peut se poser des questions sur le feu qui se balade comme ça et qui sont jamais emmerdés, quoi. Je t'écoute. Dans le cas de ton témoignage, c'est le même que René a vu Non. Ah, c'est pas... Non, parce que Jean-Gabriel, lui, il a observé dans l'autre sens. Et c'est passé au-dessus de la Nationale 4. Et moi, j'étais beaucoup plus haut sur la Nationale 4, mais par rapport, on a fait la corrélation avec Jean-Gabriel, parce que c'est pour l'histoire, Jean-Gabriel, c'était mon sensei. Je faisais de l'aïkido avec lui. Ah, voilà. Voilà. Et on a reparlé de ça. Lui, il avait des horaires, moi j'avais des horaires, et ça ne correspond pas. On a un différentiel de 5 minutes. Mais la description de l'objet. Non, absolument rien à voir. Donc, rien à voir. C'est comme s'il y avait deux objets différents. Et dans l'explication que fait Jean-Gabriel Grélé, ça passe, donc ça fait ouest-est, comme ça passe au-dessus de Grèce-Armainvilliers, et ça repart plein sud. Alors que moi, ça repart, dans mon truc, ça repart est, et ça repart vers le nord. Pas la même direction, et pas la même objet. Tout à fait. Bah, tu sais, dans le département de l'Aude, il y a eu une observation pendant le 5 novembre 90 à Sougraine. Et le phénomène partait vers Perpignan. C'est pas la même direction que la rentrée atmosphérique. Mais c'était un grand objet aussi. Mais là, c'est qu'ils ont vu quasiment en même temps deux objets différents et dans deux directions différentes. Bah, quand tu regardes le 5 novembre, c'est entre 18h50 à peu près jusqu'à 19h05. Et pendant ce quart d'heure, on a des milliers de témoignages. Bah, tu regardes le bouquin de Franck Marie, par exemple, où il y a, je sais combien, 300 ou 500 témoignages, rien que ce que lui a récupéré en peu de temps. Je t'écoute. On parle
parle beaucoup de phénomènes avant les années 2000. Apparemment, on a l'impression qu'il y en a énormément. Est-ce qu'après les années 2000, ça s'est amplifié ou ça a plutôt diminué? Alors, comme dirait Coluche, ni pour ni contre. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, il y a des phénomènes de vagues. Alors, soit la vague, elle peut durer 10 minutes, un quart d'heure, elle peut durer sur 3 jours, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et par rapport à ces périodes, là, on peut tomber à partir du mois de novembre, on peut avoir une vague qui arrive, on peut avoir 2-3 000 témoignages d'un seul coup en une seule journée. Et on ne peut pas quantifier exactement ce que nous on a pu quantifier, en tout cas, ce qu'on a pu comprendre, c'est que le phénomène avant, il se passait souvent en journée, alors que maintenant, on a 99,99% des cas où ça se passe que la nuit. Et quand on arrive à avoir un témoignage où la personne a observé quelque chose de jour, c'est exceptionnel. Mais dire qu'avant 2000, on voyait beaucoup d'ovnis, non. Après 2000, il y a eu la vague de 54. Oui, mais la vague de 54, ça durait 3 mois. 73, voilà. 78, après voilà. La deuxième. Oui, je suis d'accord avec toi, mais on ne peut pas dire que par rapport à il y a eu des vagues plus importantes avant les années 2000, mais il faut s'attendre à ce que là, après les prochains mois, les prochaines années, on peut avoir une vague qui nous tombe dessus et ça sera, on ne pourra plus quantifier de la même manière. Mais il y a un autre facteur aussi, c'est que dans les années 50, même 73-78, c'est considéré comme l'âge d'or de l'ufologie en France, parce qu'il y avait énormément d'associations, mais plein, et même des fois des associations de faits, et c'est pour ça qu'il y avait le recueil d'observations. Maintenant, il n'y a pas grand-chose comparé à... Non, mais voilà, et en plus, le problème qu'on rencontre, c'est ça, c'est comme dit Gilles, on n'a plus d'enquêteurs de terrain. On n'a plus d'enquêteurs de terrain. Malheureusement, maintenant, on appelle ça des enquêteurs ordinateurs. Et les gens, ils font tout par téléphone, tout en lien vidéo. Et ça enlève tout, en fin de compte. Et on n'a pas assez de monde en France qui puisse déterminer dans chaque département, on puisse avoir une couverture, comme disait Gilles, une bonne couverture pour recueillir tous les témoignages. Parce qu'on dit souvent en ufologie que nous, ce qu'on recueille, c'est même pas 10-15% de ce qui est observé tous les ans, quoi. Bah, en fait, il y en a beaucoup qui disent que sans témoin, il n'y a pas d'OVNI, mais sans ufologue, il n'y a pas de recueil. On va prendre une dernière question et ensuite on change d'intervenant. L'objet que vous avez vu le 5 novembre 1990, est-ce qu'il avait un faisceau de lumineux tronqué qui descendait vers le sol, qui était tout tronqué, etc. Alors, nous, ce qu'on a observé, c'est un phénomène, c'était plus un triangle énorme, tout noir, et la chance qu'on a eue de pouvoir l'observer, c'est en fait compte qu'il était très bas il était très bas. On a évalué, d'après les dimensions et d'après toutes les coordonnées qu'on a pu prendre et tous les calculs qu'on a pu effectuer sur place, qu'il nous est passé au-dessus de la tête à moins de 100 mètres de hauteur. Et il n'y avait aucune lumière, il était totalement noir, c'est-à-dire que s'il n'était pas si bas que ça, nous, on aurait, comme tous les autres, on aurait continué à rouler sur la route, il serait passé au-dessus de notre tête et puis ça serait passé comme ça, quoi. Il n'était pas vraiment lumineux. Il n'était pas du tout éclairé, il était complètement noir, c'était noir, mais vraiment un noir... j'arrive pas à expliquer le noir qu'il y avait, mais c'était un noir qui, en fin de compte, grâce au fait qu'il était très très noir, il se détachait vraiment du ciel, parce qu'en plus, nous, il était presque 19h01 ou 2, 19h, on était entre les deux là, et à cette heure-là, le 5 novembre, la nuit était tombée déjà. Vous le voyez, ce soir, vous allez voir à 19h ce que ça donne. Et vous voyez, un truc noir qui passe dans le ciel comme ça, il peut passer tranquille. Hein. C'est noir, en fait, je dis ça parce qu'il y a eu justement une observation à Genève, ce soir-là, à 19h pile, une dame qui remontait sur tout le monde les bas, avec sa voiture, qui partait de Genève de son travail, qui a observé, il traversait le lac, et elle a observé au-dessus de la route où elle passait, mais cet objet, il avait une lumière, un faisceau lumineux vraiment très... Il y a une reconstitution dans le Grépy, le site du Grépy de Genève. De Daniel Benaroya. Il y a un faisceau lumineux tronqué très important avec plusieurs lumières. Alors, c'est toujours la question de savoir est-ce que c'était un seul objet
Vous avez traversé une partie de la Suisse, de la France et puis passé par l'Allemagne, je crois. L'Italie. Ou plusieurs objets qui se seraient déplacés à 18h55 et 19h. Ouais. Alors, la réponse est très simple, hein, c'est qu'il y a eu forcément plusieurs objets. Ou à moins que l'objet qui a traversé la France avait la possibilité de changer de forme. Parce qu'on a eu des cigares, on a eu des cylindres, on a eu plein de formes différentes ce soir-là. Donc forcément. Il n'est pas triangulaire. Ouais, mais la constitution, il est rectangulaire. Ce soir-là, il y a même des gens qui ont vu passer un TGV dans le ciel. Donc vous voyez, ça va rien à voir. C'est pas le 31 mars 93, le TGV. Il y a eu le 31 mars, mais dans le 5 novembre, j'ai des témoignages où les gens donnent la forme comme un TGV. Un peu comme un train, un TGV, une fusée, on a eu des ballons dirigeables, on a eu plein de formes différentes. Quoi. Ça pourrait être aussi un objet unique qui se serait déplacé, réapparu à différents endroits. On ne peut rien écarter. Il y en a beaucoup, je pense d'ailleurs à Patrice Galacteros de Veni Paris, qui m'a dit qu'il avait fait le tour en ufologie. Mais il avait fait le tour du premier niveau. L'ufologie, c'est ultra vaste. Là, vous parlez de 5 novembre 90, mais quand vous voulez étudier vraiment un cas, il ne faut pas regarder que les témoignages, il faut aussi regarder les cas qui ont été expliqués. Et là-dessus, il y a une étude de Robert Alexandri, il me semble, qui avait parlé du 5 novembre 90. Après, tout ça, TGV, etc., ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, mais là, on rentre dans l'influence et le brouillage humain. Et le problème de l'ufologie, comme dirait Eric Zurcher, c'est le brouillage humain. C'est tout pour le moment. Merci.